Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'un film vraiment pas comme les autres. Le Message, El Risala, sorti en 76. Son ambition était démesurée. Raconter les débuts de l'islam, la vie du prophète Mohammed. Mais sans jamais le montrer. Pas de visage, pas de voix directe. Le réalisateur, Mustafa Akkad, lui, il voyait ça comme un moyen de créer un pont. Un pont entre l'Occident et le monde islamique. Pour creuser tout ça, on a pas mal de matière. Des making-of, des interviews d'Akkad, d'Anthony Quinn aussi. Oui, et puis des articles de presse, des analyses universitaires, même des bouts du scénario, c'est assez riche. Et ce truc fou du double tournage en même temps. Une version anglaise, une version arabe, avec des acteurs différents. Ah, ça c'était une autre paire de manches. Bon, alors notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre comment ce film historique a été fabriqué, les obstacles de dingue, sa réception mouvementée, on peut dire. Et son impact, son héritage aujourd'hui, comprendre ce qu'il reste de tout ça. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Mustafa Akkad. Qui c'était cet homme? Les sources le décrivent un peu comme un personnage de roman, syrien, d'Alep. Il arrive aux États-Unis en 1954, tout jeune, 19 ans. Et tenez-vous bien, 200 $ en poche et un Coran donné par son père. C'est tout. Incroyable. Et il va étudier le cinéma, c'est ça? À Los Angeles. Oui, à UCLA. Et apparemment, il est doué. Très vite, il veut partager sa culture. Il monte l'association des étudiants arabes, il organise des trucs. Ah oui, il était déjà dans cette idée de pont en fait. Exactement. Il a même fait des émissions pour la télé américaine As Others See Us, où des étudiants étrangers donnaient leur avis sur les USA, ou Kazer's World, un genre de magazine de voyage. C'est intéressant ça. Ça montre déjà une ambition, une volonté de dialogue. Et pour le message, sa motivation, elle venait d'où plus profondément? Alors lui, dans plusieurs interviews, il parle vraiment d'un devoir personnel, en tant que musulman vivant en Occident. Son but, c'était de rectifier une image de l'islam qu'il trouvait fausse, ou en tout cas très incomplète en Occident. Une méconnaissance, oui. Voilà, faut se rappeler qu'à l'époque, on parlait de 700 millions de musulmans, mais pour beaucoup d'Occidentaux, c'était une religion lointaine, un peu mystérieuse, voire inquiétante. Il voulait combler ce fossé. C'est l'expression qu'il utilisait, je crois. C'est ça. Et au début, d'ailleurs, il pensait faire un documentaire. C'est ce que montrent les archives. Ah bon? Oui, mais l'histoire elle-même, les événements, c'était tellement fort, tellement épique, que ça l'a poussé vers le grand film, l'épopée. Justement, l'épopée. Mais avec un obstacle majeur, presque insurmontable, l'interdiction de représenter le prophète Mohammed, l'aniconisme. Hollywood s'y était cassé les dents avant lui, non? Oui, plusieurs projets avaient échoué à cause de ça. C'était vraiment le problème central. Comment raconter sa vie sans le montrer? Et Akkad y trouve quoi comme solution? Eh bien, ce que beaucoup appellent un coup de génie, la caméra subjective. C'est-à-dire? En gros, très souvent, on voit ce que le prophète est censé voir. La caméra, c'est son regard. Ah, d'accord. On comprend qu'il est là par la réaction des autres personnages. Il lui parle, il le regarde, le mouvement de caméra suggère sa présence, mais jamais son visage, même pas son ombre. Malin, mais risqué, non? Ça tient sur 3 heures. Ça... C'est toute l'astuce. Il fallait une grande maîtrise, c'est sûr. Et puis, il s'appuie sur d'autres personnages pour nous guider. Lesquels, par exemple? Le plus important, c'est Hamza, son oncle. Un guerrier charismatique, puissant, c'est Anthony Quinn qui le joue en anglais et Abdullah Gaït en arabe. Il devient un peu nos yeux et nos oreilles. Un relais pour le spectateur. Exactement. Et il y en a d'autres. Zaïd, son fils adoptif, Jaafar, et d'ailleurs même Ali, son cousin et gendre, n'est pas montré non plus, par respect pour certaines traditions chiites notamment. D'accord. Mais une décision aussi radicale, il ne pouvait pas la prendre tout seul dans son coin, j'imagine. Ah non, impossible, il fallait l'aval des autorités religieuses. C'était absolument vital. Et il l'a obtenu? Oui, mais ça a pris des années. Akkad raconte qu'il a passé un temps fou en consultation. Il a soumis le scénario page par page à des théologiens, surtout ceux de l'université Al-Azhar au Caire. Une référence dans le monde sunnite. Exactement. Avoir leur feu vert, c'était la condition sine qua non pour la crédibilité, pour l'acceptation du film, même si, bon, ça n'a pas empêché les polémiques plus tard. On y reviendra. Donc, défi artistique, défi religieux, relevé. Mais la production elle-même, quand on lit les descriptions, ça donne le vertige. Reconstituer la Mecque et Médine au 7e siècle. Ah oui, là, c'était pharaonique.
D'abord au Maroc, des centaines de maisons en pisé, des palais, des remparts. J'ai lu un chiffre, presque 200 maisons, des kilomètres de murs. Incroyable. Et puis, après les problèmes politiques, il a fallu tout déménager, reconstruire en partie en Libye, imaginer la logistique. Trouver le matériel. Ben oui, des kilomètres de tubes d'échafaudage qu'il a fallu faire venir d'Europe parce qu'il n'y en avait plus au Maroc, des tonnes de plâtre et la météo qui s'en mêle. Ah. Une tempête de sable terrible au Maroc, juste avant de tourner, qui a détruit une partie des décors. Un cauchemar. Et les costumes, les accessoires, ça devait être colossal aussi. Ah oui, le travail de Phyllis Dalton, la costumière. Elle avait fait Laurence d'Arabie, Dr Givago. Il fallait des milliers de costumes. Pas seulement pour les Arabes, mais aussi pour les Abyssins, les Byzantins. Et les accessoires, les idoles, les armes. Des chiffres fous. On parle de 11 000 flèches faites à la main, 1000 arcs, des centaines d'épées, plus toutes les idoles païennes pour la Kaaba. Un travail de fourmi. Et par-dessus tout ça, cette idée un peu folle de tourner 2 versions en même temps, anglais et arabe. Oui, avec des acteurs différents pour les rôles principaux. Anthony Quinn, Irène Papas d'un côté, Abdullah Gaït, Mouna Wassef de l'autre. Même équipe technique, mais double casting. Comment on gère ça sur un plateau? Ça a dû être ingérable. Akkad lui-même a dit qu'il avait complètement sous-estimé la complexité et le coût. Il pensait que ce serait juste quelques prises en plus. Raté. Complètement. Ça a énormément ralenti le tournage. Chaque scène importante, hop, on l'a refait avec l'autre équipe d'acteurs, qui a sa propre interprétation. Mais apparemment, l'ambiance était bonne entre les 2 castings. Oui, c'est ce que disent les témoignages. Une bonne entente, même une sorte d'émulation. Ils se regardaient jouer, ils discutaient. Anthony Quinn admirait beaucoup Abdullah Gaït, son double arabe. Oui, Quinn disait d'ailleurs que c'était dur pour lui, occidental, de jouer ce personnage face aux acteurs arabes pour qui cette histoire était si viscérale. Exactement, ça crée une dynamique particulière. Et pour les grandes scènes de bataille, comme Badr et Uhud, tournées en Libye, Il a eu de l'aide, non? et oui, l'armée libyenne, des centaines de soldats comme figurants, ça a facilité les choses. Sans oublier les animaux. Des centaines de chevaux, de chameaux à entraîner pour les cascades dans le désert. Une entreprise vraiment herculéenne. Une entreprise qui a failli ne jamais voir le jour à cause de problèmes d'argent et de politique, aussi. Oui, au début, trouver les fonds, c'était compliqué. Hollywood était frileux. Akkad a dû chercher ailleurs, surtout dans le monde arabe. Et le gros coup dur, c'est arrivé au Maroc. En plein tournage, oui. L'Arabie Saoudite fait pression. Il n'aime pas du tout ce projet sur le prophète. Résultat, le gouvernement marocain ordonne l'arrêt du tournage. 15 jours pour plier bagages. Le chaos total. Et c'est là que Kadhafi intervient. Oui, le dirigeant libyen lui offre refuge et argent pour finir le film. Un soutien qu'il lui donnera à nouveau pour Le Lion du désert plus tard. Mais les ennuis étaient loin d'être finis. La sortie du film, Explosive, c'est le mot. Surtout aux États-Unis. très tendue. Il y a eu des manifs, notamment de certains groupes issus des Black Muslims. Et puis le drame de Washington en mars 77. La prise d'otage. Oui, tragique. Un groupe radical, les Hanafis, prend 149 otages dans 3 bâtiments. Et, parmi leurs exigences, le retrait du film Le Message. Pourquoi? Ils le jugeaient blasphématoire. Apparemment, ils croyaient qu'Anthony Quinn jouait le prophète lui-même. Une méprise totale. Le siège a duré plusieurs jours, 2 personnes sont mortes, un journaliste, un policier. C'est terrible. Surtout que le film met en avant Bilal, l'ancien esclave devenu premier muezzin. Un personnage clé pour beaucoup d'Afro-Américains musulmans. C'est une des ironies douloureuses de cette histoire. Akkad avait même refusé que Mohamed Ali joue Bilal, de peur que la star n'écrase le message du film. Comment Akkad a réagi à tout ça, à la violence? Il a exprimé son amertume, son incompréhension face à cette ignorance. Mais il a aussi eu cette phrase, un peu cynique peut-être, « Je n'aurais jamais pu payer des millions pour une telle publicité ». Publicité macabre. Et ailleurs dans le monde, ça n'a pas été simple non plus. Interdiction? Oui, au début, plusieurs pays arabes l'ont interdit. Pression saoudienne, peur des réactions. Sauf l'Iran, curieusement, avant la Révolution. Et en France, la diffusion de télé a été très rare, très tardive. Longtemps vu comme une sorte de frilosité. Oui, malgré les demandes de la communauté musulmane. Il a fallu attendre très longtemps pour le voir sur une grande chaîne publique. Et pourtant, le film, lui, il raconte son histoire, les grands moments.
La révélation, les persécutions à la Mecque, les gires vers Médine. Oui, le départ qui marque le début du calendrier musulman. Puis les batailles de Badr et Uhud, le traité d'Hudaybiya, la reconquête de la Mecque, le pèlerinage d'adieu. Il couvre tout ça. Et il ne fait pas que lister les faits. Il met en scène des thèmes forts. Il y a une étude intéressante qui montre les scènes qui ont le plus marqué les spectateurs. Ah oui? Lesquelles, par exemple? La torture de Bilal, l'esclave qui refuse de renier sa foi sous les pierres brûlantes et qui répète Ahad, Ahad, Dieu est unique. Sa libération aussi. Très fort ça. Ou la conversion de Hamza, le guerrier qui prend fait et cause pour son neveu. Spectaculaire. Et le débat en Abyssinie, on en parle souvent aussi. Oui, entre Ja'far, le porte-parole des musulmans réfugiés, et le Négus, le roi chrétien. Une scène qui montre bien les points communs entre islam et christianisme. Le respect pour Jésus et Marie. C'est assez fin. Et il y avait aussi une scène avec Ammar et ses parents. Oui, Ammar, qui essaye de convaincre ses parents âgés, Yasser et Soumaïa, les futurs premiers martyrs, d'abandonner les idoles. Ça parle du dialogue entre générations, mais aussi du rejet de l'infanticide des filles, une pratique d'avant l'islam. C'est intéressant de voir ces scènes ressortir. Et la musique. On ne peut pas parler du film sans parler de la musique de Maurice Jarre. Ah non, impossible. Elle est magistrale, nominée aux Oscars d'ailleurs. Akkad disait qu'elle représentait 50% du film. Rien que ça. Elle donne cette dimension épique, mais aussi spirituelle. Elle dépasse les langues, les cultures. Et puis, le film a une vraie valeur pédagogique. L'étude dont je parlais montre qu'il est utilisé pour enseigner l'histoire des religions. Une introduction à la Sira, la biographie du prophète. Voilà. Tout en montrant aussi les côtés moins glorieux de l'Arabie de l'époque, les rivalités, l'usure. Son audience a été énorme, surtout dans le monde musulman. On parle de 700 millions de spectateurs, rien que là-bas. Un pari fou, mais réussi donc. Créer cette œuvre sur l'islam. Mais Akkad, à Hollywood, il a fait autre chose de très différent après, non? Ah oui, alors là, c'est le grand écart. C'est un petit film d'horreur qui va lui assurer la stabilité financière. En 78, il produit Halloween, de John Carpenter. Le succès phénoménal. Colossal, oui. Totalement inattendu. Et ça lance une franchise hyper rentable. Akkad restera producteur exécutif sur plein de suites. L'homme du messager et de Halloween. Étonnant, mais il est revenu à l'histoire après. Oui, en 81, il réalise Le Lion du désert. Il retrouve Anthony Quinn pour jouer Omar al-Mukhtar, le résistant libyen contre les Italiens. Financé par Kadhafi, encore. En grande partie, oui. Et ce film est important parce que c'est un des premiers films occidentaux à montrer des héros arabes positifs, luttant contre le colonialisme. Et il avait un autre projet. Saladin. Oui, Saladin, le sultan qui reprend Jérusalem aux croisés. Il voulait en faire le 3e volet de sa trilogie. Mais il n'a pas pu. À cause de sa fin tragique. Oui, une fin d'une ironie terrible. Novembre 2005, Amman, en Jordanie. Il est là peut-être pour préparer Saladin ou pour un mariage, les sources divergent un peu. Et là, Il est dans le hall d'un grand hôtel avec sa fille Rima. Et il y a une vague d'attentats suicides coordonnés, revendiqués par Al-Qaïda en Irak. oh non. Rima est tué sur le coup, lui est très gravement blessé. Il meurt 2 jours plus tard, le 11 novembre. C'est effroyable. L'homme des ponts tué par des extrémistes. L'absurdité totale du terrorisme. Ça a été un choc immense. Son fils, Malek, qui a repris la franchise Halloween d'ailleurs, Oui. il a souhaité que l'œuvre de son père, surtout le message et le lion du désert, continue de porter ce message de dialogue. Et d'ailleurs, on a restauré les films récemment en 4K. Pour les nouvelles générations, preuve que ça reste pertinent. Pour conclure cette plongée, ce qui est frappant, c'est vraiment l'histoire derrière le film. L'audace folle d'Akkad, les obstacles techniques, politiques, la réception violente. Mais au final, un impact culturel qui dure. Ce pont qu'il voulait construire, malgré les tempêtes, il tient toujours. Une sacrée leçon de persévérance. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour finir. Quand on voit toute cette histoire mouvementée, les pressions, la violence, le destin tragique d'Akkad tué par ceux-là même qu'il combattait idéologiquement, Oui. et qu'on voit qu'on parle toujours de construire des ponts, mais qu'il y a toujours autant de résistance, parfois violente, qu'est-ce que ça dit de l'état de nos relations interculturelles, interreligieuses aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus que jamais besoin de ces ponts ou est-ce que les forces qui veulent les détruire sont plus fortes? Vaste question, qui dépasse largement ce film en effet. Matière à réflexion.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح سمع الله